Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les dirigeants de la société Née d'une seule ferme qui est en collecte sur WeSeed. Alors après mon introduction, je laisserai Florence, Bastien, Maximilien et André se présenter. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, quel est le déroulé classique? Donc là, je finirai mon introduction. Ensuite, ce sera André qui présentera en détail l'activité de Née d'une seule ferme et les enjeux de la levée de fonds en cours sur la plateforme. Et ensuite, on passera à la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. À ce sujet, si vous souhaitez poser vos questions, c'est assez facile. En bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Maximilien, Florence, Bastien et André. Voilà, moi je vous retrouve pour les questions-réponses et je passe la main à André, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bonjour à tous, merci de nous suivre, merci d'être là avec nous pour passer ce petit moment. Je vais laisser Sébastien qui va partager l'écran et je vais prendre un peu de temps pour me présenter. Donc, je suis le fondateur de Née d'une seule ferme, je suis moi-même producteur de lait. Je suis producteur de lait entre Saint-Étienne et Lyon. Mon exploitation est une exploitation qui est tournée vers la vente directe depuis longtemps. Et j'ai également exercé des responsabilités de secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de lait. Alors, je vais vous démystifier tout ça. Hein. Fédération nationale des producteurs de lait, c'est le syndicat des producteurs de lait, on va faire simple. Et donc, au cours de cette expérience, j'ai eu accès à beaucoup d'informations concernant l'avenir des produits laitiers, l'image des produits laitiers, enfin, toutes ces choses-là. Et clairement, Née d'une seule ferme est né de la synthèse de ces deux expériences. Ma première expérience, elle commence pas forcément super bien. Je vais être assez bref. Je suis sur une exploitation, alors je vais jargonner, hein, un GAEC, un groupement agricole avec mes frères et avec deux de nos épouses. Euh, je me suis installé en 2000. On a repris cette ferme en 2000. Et 2009, un nouvel associé nous a rejoint. Il a voulu transformer une partie du lait qui jusque-là était vendu à Candia et à Sodial. Voilà, tout va bien, tout s'est bien passé. Nous avons investi. 2 ans après, son épouse nous a rejoint. Nous avons investi dans une chaîne de production de yaourt. Donc voilà, on a déjà un indice sur le yaourt. Et malheureusement, 2 ans après, le couple a explosé. Et nous nous sommes retrouvés dans ma ferme avec un investissement qui était lourd et sans plus personne pour le gérer. Vous comprenez assez facilement que quand vous vous retrouvez avec 120 000 euros d'investissement, pour dire des chiffres, plus personne pour le gérer, c'est compliqué. Donc voilà, ça, première étape. Deuxième étape, responsable national des producteurs de lait. À ce titre, membre du conseil d'administration de l'interprofession. Donc, vous connaissez les produits laitiers. Je ne vais pas vous le chanter, mais j'aurais pu. Et donc, on a accès à ce titre à beaucoup d'informations, un certain nombre d'informations que je reprendrai, mais pour faire court, grosso modo, une image des produits laitiers frais, notamment des yaourts, plutôt en baisse, des questions sur la santé, sur l'origine, ces choses-là, sur l'industrie, et parallèlement, une augmentation des attentes du consommateur sur produits locaux, produits sains et compagnie. Et ça, en tant que responsable national des producteurs de lait, j'avais donc théoriquement une responsabilité, celle de dire à tous mes copains producteurs de lait, écoutez les gars, faut y aller, investissez dans la transformation de vos produits laitiers chez vous. Sauf que ce qui m'était arrivé à moi sur ma ferme me faisait prendre conscience que c'était pas facile, dangereux. Donc, Née d'une seule ferme est né de cette expérience-là. Premièrement, le container. Pourquoi le container? Parce que le container, c'est réversible. On met le container dans la ferme. À partir de ce moment-là, la ferme peut produire des yaourts. S'il y a un problème, facilement, on peut revenir en arrière. Réversibilité, ça c'est la première, on en reparlera tout à l'heure, mais la réversibilité, c'est très important. Et deuxièmement, effectivement, le financement.
parce que se lancer dans la transformation, c'est pas si simple, il faut avoir un peu de réserve financière. Donc, le système de location est né de cette expérience-là. Et troisièmement, quand vous êtes producteur de lait, vous savez produire du lait, normalement. Par contre, vous ne savez pas forcément faire des pots, faire référencer un fournisseur et compagnie. J'en arrête là, je pense que vous avez compris à peu près le sens. Je vais laisser Florence se présenter, puis on déroulera plus classiquement la présentation. Vas-y, Florence. Bonjour à tous, ravie d'être là pour vous parler de Née d'une seule ferme. Donc Florence Loyer, j'ai travaillé pendant un peu plus de 25 ans dans ce qu'on appelle les organisations professionnelles agricoles, dont la Fédération des producteurs de lait. C'est là que j'ai rencontré André. Donc ma mission pendant toutes ces années, ça a été de défendre les intérêts des agriculteurs et plus spécialement des éleveurs laitiers. Donc pour moi, devenir associé de Née d'une seule ferme, ça s'inscrit vraiment en cohérence avec mes fonctions précédentes, puisque l'objet est toujours de trouver des solutions aux éleveurs pour qu'ils augmentent leurs revenus. Donc, en tant que directrice des relations amont au sein de Née d'une seule ferme, je suis notamment responsable d'identifier les futurs éleveurs partenaires et de les accompagner dans toutes les étapes préalables à l'installation de la yaourterie sur l'exploitation. Bastien. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Bastien Debras. Je suis ingénieur de formation, ingénieur des mines Paris. J'ai fait quelques années d'expérience industrielle dans la mine, donc de la grosse industrie, avant de me réorienter vers l'agriculture et toute l'industrie agroalimentaire. Après un passage aux jeunes agriculteurs, au syndicat des jeunes agriculteurs, j'ai rencontré André et Florence et on s'est associé pour ce projet Né d'une seule ferme qui combine pour moi la partie industrielle et la partie sens et juste rémunération des agriculteurs. Et aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie opérationnelle pour Né d'une seule ferme, de s'assurer que les productions se passent bien et arrivent jusqu'au bout de la chaîne. Merci bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, j'ai croisé André un soir sur ce thème de comment mieux aider les éleveurs. Mon expérience à moi, c'est 25 ans d'engagement sur les sujets de durabilité, de création d'entreprises et de conseils et de financement autour de la durabilité, des questions de développement durable et de société. Et autour de ce dîner avec André, André a partagé ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir ce souhait ou cette ambition de pouvoir aider différemment les éleveurs avec ce qu'il avait en tête déjà de conteneurs à la ferme. Et j'ai apporté à la fois des capitaux et mon expérience d'entrepreneur sur ce projet. Voilà. André, je te repasse la main. Ok, donc voilà, sur cette diapositive, vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de gens. Le reste, ben voilà, c'est des gens qui nous ont rejoints depuis. Je commence de gauche à droite, hein, sans aucune hiérarchie, ni de. Attention André, ton micro. Mon micro, vous m'entendez mieux? C'est mieux ou pas? Redites-moi parce que je. Oui, parfait André. Je m'entends très bien. Donc François-Henri nous a rejoint au début de cette année. C'est lui qui pilote le projet maintenant. C'est un ancien de chez Bell et c'est quelqu'un qui a déjà une expérience de création d'entreprise, d'une entreprise qui s'appelle Tout près d'ici, pardon, qui fonctionne toujours, mais qui était simplement sur la partie mise en relation commerciale et donc il prolonge le projet. Virginie Faure est aussi une ingénieure des mines. C'est elle qui s'occupe de toute la partie R&D parce que voilà, aujourd'hui, on est sur le yaourt. On n'a pas l'ambition de s'arrêter là. Et donc, c'est Virginie qui réfléchit à tout ça. Il y a déjà des choses qui sont dans les tiroirs qui sont déjà bien avancées. Raphaël Héritier suit les producteurs déjà aujourd'hui parce qu'on a un très gros enjeu de qualité et de suivi. C'est Raphaël qui fait ça. Et puis après, j'allais dire la team commerce avec Eugénie qui est responsable des ventes, et Léonore qui s'occupe de toute la partie marketing, qui est un élément qui est évidemment crucial pour une jeune marque. Je reviens sur le contexte. Je commence par le contexte assez rapidement, mais je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On sait qu'aujourd'hui, globalement, les consommateurs
veulent des produits, alors on va dire sains et traçables évidemment, faut toujours commencer par ça parce que c'est pas si rien, mais qui leur permettent de se rapprocher des producteurs. D'abord financièrement, c'est-à-dire que l'argent qui va aux producteurs, c'est important, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Donc ça, c'est important. Et puis avoir une traçabilité sur l'origine. C'est tout ce qu'on appelle la définition de circuit court, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, faire des circuits courts, c'est pas si simple. Il y a un grand nombre de barrières, notamment pour les agriculteurs. Je peux en parler savamment parce que je les ai toutes vécues. D'abord, la transformation. La transformation, ben voilà, c'est de l'investissement et l'investissement lourd. Quand vous êtes déjà endetté, ben voilà, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Il faut acquérir des nouveaux savoir-faire, c'est-à-dire transformer des produits, c'est pas si simple, c'est-à-dire on ne le fait pas directement. Je vous parle pas des frais administratifs. Chez nous, c'est Florence qui s'en occupe et je peux vous assurer que c'est juste énorme. L'aspect logistique, on le voit jamais. Celui-là, on le voit jamais parce qu'effectivement, et notamment, je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des produits, des producteurs qui se lancent dans le circuit court pêchent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les producteurs souvent disent non mais je vais le faire, je vais livrer, c'est pas si compliqué. Ouais, c'est pas compliqué, sauf que en fait, c'est extrêmement chronophage. Deuxièmement, quand on commence à aller sur un passage à l'échelle un peu plus important, la question de l'administration des ventes, c'est pas si simple. La question de la traçabilité, c'est énorme, surtout sur des produits frais. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec des distributeurs, voilà, type la grande distribution, il y a des procédures. Pour un producteur, intégrer ces procédures, c'est pas simple. Voilà. Sur la commercialisation, effectivement, vendre à son voisin, quand vous habitez entre Saint-Étienne et Lyon comme moi, c'est facile. Quand vous commencez à vouloir vendre un peu plus loin parce que vous êtes au fin fond de la Corrèze, c'est plus compliqué. Il faut trouver des débouchés. Il faut apprendre à promouvoir sa marque. Tout ça, c'est des choses que le producteur ne sait pas faire parce qu'en plus, ne sait pas faire, doit apprendre s'il veut rentrer dans le circuit court. Et en plus, il faut qu'il reste producteur de lait. Et je peux vous assurer que producteur de lait, c'est quand même globalement un full-time job, comme on dit. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour un producteur. Et ce que nous proposons, c'est un service clé en main pour les agriculteurs. Donc, d'abord, sur la transformation, je vous l'ai dit, la micro-unité de transformation, voilà, c'est ce container dans lequel il y a tout ce qu'il faut. On arrive avec des recettes, on arrive avec les consommables, c'est-à-dire qu'on a référencé le meilleur des consommables, le meilleur des recettes. On est là aussi en soutien sur toutes les questions sanitaires. C'est très important, sanitaire, vous imaginez. Bon, voilà. L'enjeu, c'est toujours le même, c'est d'avoir le meilleur du fermier et le meilleur de l'industrie, parce qu'il ne faut pas cracher sur l'industrie. L'industrie, ça a amené aux producteurs aussi, aux consommateurs, pardon, des produits extrêmement sains sur le plan de la qualité, voilà, sanitaire, c'est pour le coup, c'est le cas de le dire. Sur la logistique, on a mis en place toute la chaîne, tout le système d'information. On gère les stocks et on administre les ventes. Et on organise la logistique aval. Pour moi, c'est très important, cette question de la logistique aval, parce qu'il y a deux solutions. Soit, effectivement, c'est le producteur qui fait toute la logistique, soit on s'insère dans la logistique aval, la logistique existante. Et voilà, ça, c'est le pari qu'on a fait. S'insérer dans la logistique existante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on regarde sur un plan purement bilan carbone, ça peut être juste l'inverse de ce qu'il aurait fallu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous devez prendre votre camionnette tous les matins… Attention à ton micro, André, toujours. Alors, il faut que je le tienne comme ça. Ouais. On est d'accord? C'est mieux? Oui, voilà. Donc, je vais le tenir. On s'insère dans les circuits existants, c'est plus simple et c'est globalement probablement meilleur pour la planète. Sur la commercialisation, j'allais dire, c'est presque plus classique, mais c'est extrêmement compliqué, j'allais dire, pour arriver à amener toutes ces aménités positives, si je puis dire, jusqu'au consommateur, pour que le consommateur, en grande surface, parce que c'est bien là le challenge. Le challenge, c'est d'aller vendre ces produits-là en grande surface et non pas, j'allais dire, juste en circuit court, en circuit direct, pardon,
tout en vendant un produit qui soit équitable, hein, donc effectivement qui rémunère le producteur. On vous a mis quelques photos pour que vous imprégner mieux ce que c'est. Alors, le container, c'est la photo du milieu. Alors, au début, on a commencé forcément par une traite des vaches. Forcément, s'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de yaourt de base. Voilà, le container, vous le voyez. Alors, celui-là, là, il est particulier parce que c'est le container qui a fait le salon de l'agriculture. Il a une histoire un peu personnelle pour nous quatre qui avons un peu sué pour l'avoir. Et derrière, vous voyez l'intérieur du container, donc c'est petit, vous avez deviné, mais c'est extrêmement optimisé. Donc là, la petite conditionneuse, derrière, on a le pasteurisateur, et là, le producteur, voilà, la tenue, c'est la tenue réglementaire, c'est celle qu'on voit n'importe où dans l'industrie, c'est-à-dire que oui, c'est fermier, mais on ne rentre pas dans la yaourterie avec ses bottes. On y rentre avec la tenue qu'il faut. Voilà. Juste quelques petites photos derrière un peu plus plan large, et surtout le petit plan. On va s'attarder 2 secondes sur le petit plan vu du dessus. Donc vous avez le sas sanitaire. Donc je démarre par la droite. Voilà, merci Bastien. Donc là vous avez le petit sas sanitaire. Donc on rentre, on se change. La zone de transformation avec la conditionneuse qui est un peu sur la gauche et le pasteurisateur. Et au bout, les cuves. Je ne sais pas si vous savez faire des yaourts. Et pour faire des yaourts, en fait, c'est pas compliqué. On commence par pasteuriser le lait, c'est-à-dire qu'en fait, on tue la population microbienne naturelle et on ensemence avec 2 bactéries, les Lactobacillus et Streptococcus, qui sont 2 bactéries particulièrement spécifiquement choisies. Et donc là, les bactéries vont faire leur travail. Et pour qu'elles fassent leur travail, on va mettre dans une étuve qui va rester à 45 degrés. Et elle va rester à 45 degrés jusqu'à ce que le yaourt soit pris. Il se prend naturellement sur l'effet de l'acidité. Et une fois que le yaourt est pris, l'étuve se transforme en chambre froide. Ça, c'est, j'allais dire, l'innovation. Si je vous parle de ce qui se passe chez moi dans ma ferme où il n'y a pas une yaourterie, parce que j'avais commencé avant de le faire moi-même, ça veut dire qu'au bout des 5 à 7 heures d'étuvage, j'y retourne et je sors mes yaourts. C'est sympa, sauf que ça veut dire que c'est globalement 9 heures du soir, quoi. Là, nos yaourtiers, ils n'ont pas ça. Une fois qu'ils ont fini la production, voilà, ils peuvent aller faire autre chose, ils peuvent rentrer chez eux, s'occuper de leurs enfants. Ils reviennent le lendemain, les yaourts, ils sont froids. Il n'y a plus qu'à les passer en chambre froide ou les mettre à la livraison. Voilà, ce projet, voilà, c'est un petit truc, c'est pas seulement aider les producteurs à faire des yaourts, mais c'est aider à faire les producteurs dans des conditions vivables. Ça, c'est important pour moi. Voilà, vous imaginez, je le vis au quotidien. Je passe à notre ambition à nous, là, maintenant que je vous ai expliqué tout ça. Notre idée pour Né d'une seule ferme, c'est quand même de devenir le leader de la micro-industrie alimentaire. Pourquoi? Parce que cette question que j'avais vue partout, c'est que voilà, le consommateur attend un produit qui est produit proche de chez lui et qui est voilà, un peu différent. Allez, je vais le dire, mes associés vont se marrer, mais le truc qui m'inspire, c'est les microbrasseries. Les microbrasseries, voilà, il y a 20 ans, vous connaissiez tous Cronenbourg et globalement, vous en aviez marre de la bière. Maintenant, vous connaissez tous microbrasseries et vous avez tous envie d'aller prendre, moi, la bière de celle-là, moi, la bière de celle-là. Et globalement, comment on fait pour que cette activité de micro-industrie se développe sur toutes les filières, pas seulement sur effectivement des filières nobles, mais qu'elle aille ailleurs, il faut trouver une solution. Et cette solution, je pense que c'est le container, c'est la micro-industrie, parce que ça permet d'être réversible dans la ferme, ça permet d'être durable, c'est-à-dire qu'en fait, tant que la ferme transforme, on le fait. Quand la ferme a envie d'arrêter, hop, on met le container sur un camion, on va bouffer au resto et on emmène le camion dans une autre ferme et 2 jours après, ça redémarre. Ça, c'est vachement important pour moi. En même temps, si on met des micro-industries partout, la distribution, la restauration hors foyer, ça reste extrêmement compliqué pour eux. Pourtant, c'est bien là que se fait le gros de la consommation. Et je pense que voilà, moi, je ne vends pas mes produits. Les produits de ma ferme, ils sont vendus dans mes propres magasins. Sauf que dans mes propres magasins, il y a 10 à 15% de la population à côté de chez moi qui y passe. Comment on fait pour aller toucher les 85% autres?
Pourquoi ces gens-là ne viennent pas dans mes magasins? Un, parce qu'ils n'ont pas le temps. Deux, parce que ben, voilà, ils ne le savent pas ou ils n'ont pas envie, ou parce que ça ne correspond pas, parce qu'ils ont l'habitude de faire leurs courses sur le drive et qu'ils n'ont pas envie de faire 50 magasins pour avoir tous leurs produits. Enfin voilà. Passer par la restauration hors foyer, passer par la grande distribution, c'est rendre le produit accessible. Et cet enjeu est vachement important, sauf que les règles, le fonctionnement de la restauration hors foyer, le fonctionnement de la grande distribution, il est particulier et il n'est pas adapté à des micro-usines. Comment on fait pour mettre tout ça en mouvement? Ben voilà, je pense que ça, on saura faire et ça, on peut l'amener. Évidemment, on travaille autour d'une marque et notre ambition, c'est que cette marque, ça soit la marque préférée des Français pour acheter fermier, parce que, un, ça sera engagé, deux, ça sera disponible partout. Et c'est-à-dire que quand vous êtes au bureau, à la maison ou en vacances, où que vous alliez, vous retrouverez la marque et vous saurez que c'est à cet endroit-là, ben ouais, ok, d'accord, c'est pas le même produit que celui que j'ai acheté quand j'étais au bureau, mais c'est un produit qui respecte les mêmes engagements. Et ça, c'est important. Comment on va faire pour déployer tout ça? En allant voir des éleveurs. Donc, on a une chance. Alors, effectivement, là, pour le coup, sans se vanter, mais Florence et moi avons un gros réseau d'agriculteurs. Et donc, déjà, aujourd'hui, nous avons 300 éleveurs intéressés. On en a visité une quinzaine pour démarrer. Oui, il y a quelques producteurs à qui on a dit que c'était pas possible, mais globalement, on peut choisir. On peut revenir là-dessus si vous voulez dans les questions-réponses. Qu'est-ce que ça apporte aux producteurs? Pour faire court et simple, ça amène globalement, alors on va dire 49% pour être précis, 49% de rémunération de plus pour le producteur et seulement 10% de la production transformée. Pourquoi? Toujours pareil, ce principe de réversibilité, je vais être lourd un peu avec ça, mais ce qui est important, c'est si le producteur a envie de transformer toute sa production, il y va, ok, c'est bien, c'est son projet. Moi, c'est pas l'idée que j'ai. Il faut pas fragiliser les exploitations. C'est-à-dire qu'au jour, vous l'avez vu dans mon expérience que je vous ai raconté au tout début, un divorce, ça a tout planté. Donc, ça peut arriver à d'autres, ça peut arriver à d'autres moments. Il ne faut pas tout planter juste parce qu'on a décidé d'avoir une activité de transformation. En transformant 10%, c'est plus simple. Je vais accélérer parce que du coup, je vois que je suis un peu long. Voilà, en un an, voilà où on en est. Aujourd'hui, il y a déjà 6 fermes partenaires, il y a 600 points de vente Intermarché. Pourquoi Intermarché? Parce qu'Intermarché est notre partenaire depuis le début du projet. Que pour faire simple, il y a 300 000 yaourts qui ont été mangés à ce jour. Voilà, et tout le monde est en bonne santé, pardon de la blague, mais c'est important quand même. Comment on fait pour vendre? Effectivement, il y a un partenariat avec Intermarché, mais nous aussi, on s'investit. Notre objectif, c'est de développer la marque. Vous savez qu'Intermarché, c'est un réseau d'indépendants. Donc, une fois qu'on a réussi qu'on a le partenariat avec le réseau de distribution, il faut aller magasin par magasin, convaincre des consommateurs. Et c'est vrai qu'on a toujours un bon accueil des adhérents d'Intermarché, un excellent accueil des consommateurs. Et en général, chaque fois qu'on fait des animations commerciales, ça fonctionne bien et derrière, c'est enclenché. Où est-ce qu'on pense aller en recherche et développement? Aujourd'hui, il y a un projet qui est très avancé, c'est les crèmes dessert. Voilà, c'est un peu la suite logique. Une fois qu'on a fait des yaourts, on va plus vite sur les autres desserts, lactés, pardon. Mais vous comprenez qu'il n'y a globalement pas de limite. On peut transformer les céréales, on peut transformer de la viande, on peut globalement tout transformer dans ce modèle-là. J'en arrive aux questions purement financières, mais je pense qu'on y reviendra aussi. Globalement, nous sommes dans la phase de démarrage, donc effectivement, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un premier rapport de fonds, et puis là aujourd'hui, une nouvelle levée de fonds pour lequel on fait appel à WISID. Voilà, l'objectif effectivement, c'est d'arriver à la rentabilité et dans tous nos calculs, à partir de 2023, nous serons arrivés à cette rentabilité positive. Et à partir de 2026, on a un gros gap positif de rentabilité parce que on aura commencé à finir de payer les premières yaourteries. On vous a mis en dessous le nombre de yaourteries installées dans nos prévisions.
Ben voilà, j'allais dire que si vous investissez dans une seule ferme, vous investissez dans un parc industriel, en fait. Puisqu'en fait, les containers restent la propriété d'une seule ferme et ils sont mis à disposition du producteur contre une location. Cette location perdure au-delà de la fin de paiement. C'est pour ça que la rentabilité augmente à la fin des premiers lycées. Sur le financement, quelques clés en matière d'étapes. Donc, d'abord, les apports initiaux et l'entrée au capital d'Intermarché, donc l'apport initial de Maximilien, l'entrée au capital d'Intermarché qui se sont fait au tout début du projet, qui nous ont permis donc de démarrer et qui nous ont permis d'obtenir un engagement de financement des banques, un pool bancaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque Populaire pour financer les 15 premières yaourteries. On est là-dedans. En parallèle, nous avons été lauréats d'un concours BPI Innove qui nous amène des subventions et des avances remboursables. À nouveau, dans le plan de relance, BPI, enfin, l'appel à projet plan de relance, donc il est France Relance, l'appel à projet France Relance, voilà, aujourd'hui, nous avons 480 000 € de subventions qui ont été accordées. Nous sommes là aujourd'hui en 2021 pour amener une nouvelle levée de fonds WISID. L'intérêt de ces levées de fonds, c'est de renouveler un nouvel engagement des banques pour un nouveau financement de quelques yaourteries. Et puis, parce qu'on est convaincu que tout ira bien et que WISID est un partenaire intéressant, nous reviendrons vous voir dans une petite année pour une nouvelle levée de fonds. C'est ça notre projet. En résumé, pourquoi investir dans une seule ferme? D'abord parce que c'est un nouveau modèle agroalimentaire, c'est-à-dire que on a des convictions, on est fort on est sûr de notre projet. L'agroalimentaire n'a pas fait que du mal. Je ne vais pas dire ça, je suis pas là pour dire du mal des gens. Mais aujourd'hui, le consommateur a envie d'autre chose. Et sauf que cette autre chose, il demande au producteur quelque chose un effort, j'allais dire, extrêmement complexe. Et ben, on est là pour faciliter les choses en amenant un service clé en main. On a aujourd'hui un fort soutien de la puissance publique, BPI, les ministères et compagnie. On est convaincu du potentiel de développement international. Je ne vais pas vous cacher, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui parce que voilà, on commence par jouer à domicile, même si je suis pas sportif, j'ai compris ce que ça voulait dire. Pour nous, aujourd'hui, il y a un partenariat avec Intermarché, que ce partenariat, il est clé, il a permis de se développer, il a permis de démarrer, mais je le dis dès aujourd'hui, le partenariat Intermarché est un partenariat extrêmement fair, extrêmement respectueux, parce que dès que ce partenariat pourrait être bloquant, il s'arrête. Donc, voilà, pour moi, c'est quand même extrêmement précieux. On est une solution aujourd'hui, et notamment pour la restauration en foyer. Je pense qu'on le voit aujourd'hui dans Nouveaux Contacts. On a une équipe dont je suis très, 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 très fier. Alors moi, je reste producteur de lait, donc je passe pas tout mon temps sur Né d'une seule ferme, malheureusement pour moi ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, autour de moi, il y a des gens qui sont très engagés, qui sont de qualité et qui sont tous sympas, qui gâchent rien. Voilà. Et les consommateurs sont quand même globalement là. Je crois que j'ai terminé par la présentation. Juste quelques partenaires. Voilà. Je ne vais pas te citer tout le monde, mais imaginez-vous que pour un producteur qui veut lancer sa production fermière chez lui, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse la même chose que nous. À chaque fois, il faut qu'il trouve quelqu'un pour fabriquer le container, c'est Fermalab. Il faut quelqu'un qui lui fournisse la conditionneuse. Pour nous, c'est Paquinave. Quelqu'un qui fournit les pots. Pour l'instant, c'est Plastic Print. Les ferments, Bioprox, le seul fabricant de ferments français a voulu travailler avec nous et on est super fiers et c'est un super partenariat parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais dans notre recette, il n'y a pas de poudre de lait, il n'y a que du lait. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Pour que ça fasse un bon yaourt, il faut un bon ferment. Et Bioprox a été à côté de nous pour faire ça, donc ça c'est bien. Les confitures, c'est un nouveau
partenaire, parce qu'effectivement, le partenaire qu'on avait identifié au démarrage ne nous a pas donné satisfaction dans la durée. Bon, ben voilà. Comment on fait quand on est producteur? Si un partenaire ne donne pas satisfaction, c'est compliqué d'en changer, c'est pas si simple. Nous, c'est plus simple parce qu'il y a plus de distance. Gauthier, c'est des gens formidables sur les emballages. En dessous, vous avez CTCPA, Verifoodies, qui ont été à nos côtés et qui sont à nos côtés sur le développement des recettes, sur des nouveaux produits. Quand vous voulez faire, alors c'est paradoxal, hein, mais quand vous voulez faire une recette avec rien, c'est plus difficile quand vous voulez faire une recette avec des poudres. Donc voilà, on se fait aider. AgroParisTech est aussi là pour ce même objectif. Des partenaires institutionnels, je vais plus vite, hein, mais vous les avez tous autour de la table. Hein. Le CNIEL, bon voilà, j'en ai été administrateur, mais au démarrage de l'histoire, il y avait une étude faite par le CNIEL qui disait clairement que c'était une attente conso. C'était une attente conso réelle. Et ça a été important pour nous. Je finis par les partenaires financiers. BPI, France Relance, on en a parlé, Intermarché, donc qui est intervenu dès le début. Et aujourd'hui, et dès le début, le pool bancaire Crédit Agricole, Banque Pop, Crédit Mut, qui nous a suivis. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vois qu'il y a déjà des questions à répondre, donc allons-y. Merci. Quelques petites photos avec les photos d'éleveurs, voilà. Les gens qui aujourd'hui nous font confiance. Vas-y, Maxime. Merci André pour cette présentation complète et très, très claire. Comme vous l'avez dit, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y en a déjà assez important en attente. Alors, avant de vous poser la première question, encore un rappel, voilà, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, c'est dans la bulle Q et R en bas de votre écran. Voilà, il faut cliquer dessus, taper votre question et ensuite je la poserai aux dirigeants de Né d'une seule ferme. Alors, on va commencer avec les questions. Alors, on a une question sur les éleveurs partenaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail comment vous sélectionnez ces éleveurs partenaires? Oui. Vas-y, Florence, ouais, vas-y. Pardon. Non, vas-y. Donc, comme l'a évoqué André, on s'est rencontrés donc à la Fédération des producteurs de lait. Donc, on a une connaissance très approfondie du réseau des éleveurs laitiers sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est une base forte pour nous. Pour identifier les éleveurs, en fait, on part déjà d'une région, on identifie une région. Ensuite, on a donc un certain nombre de producteurs de notre réseau et ou qui nous ont contactés via le site internet, qui nous ont connus aussi dans le cadre du Salon de l'agriculture qu'on a fait l'an dernier. On a un premier échange, j'ai un premier échange téléphonique avec eux, ça nous permet déjà de voir un peu si on partage les mêmes idées, de répondre aux premières questions des éleveurs. Ensuite, on effectue un rendez-vous sur l'exploitation. Ça, c'est obligatoire avec André. Et le rendez-vous sur l'exploitation, il se fait en présence, on est très attaché de tous les associés. On appelle ça un GAEC, mais peu importe, de la société de la ferme, de tous les associés, parce que c'est vraiment important que tous les associés de l'exploitation partagent le projet, partagent les valeurs. Pour nous, c'est essentiel, c'est une base. À partir de là, si les éleveurs, les éleveuses, si Né d'une seule ferme trouvent que les objectifs sont communs. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup c'est l'humain, c'est du feeling. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des éleveurs qui sont motivés, qui veulent aller dans ce projet parce qu'ils ont envie de trouver une activité de diversification, mais aussi une certaine fierté à aller jusqu'au bout du produit, pas juste avoir du lait collecté, mais avoir du lait qui est transformé en yaourt et être fier de la marque, avoir envie aussi de la promouvoir avec nous. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Je vais juste rajouter un élément sur la partie visite de la ferme. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je suis éleveur et que quand je rentre dans une cour de ferme, j'ai déjà une petite idée de l'audit. Voilà.
On va être un peu direct, mais si c'est le bordel, on n'y va pas. Merci Florence, merci André. On va poursuivre avec une question d'Anthony. Alors, il y a 3 questions dans son commentaire. Je vous lis les trois questions suivantes. Est-il prévu de signer des partenariats avec d'autres enseignes qu'Intermarché? Dans combien de magasins sont actuellement vendus les yaourts produits? Et dernière question, de quelle manière Intermarché vous accompagne-t-il financièrement? Je sais pas, voilà, je vais commencer à répondre. Sur le nombre de magasins, c'est 600 magasins. Alors, je vais commencer. Comment Intermarché nous accompagne financièrement? Il nous a accompagnés au démarrage. Au démarrage du projet, ils ont mis de l'argent en capitalisation. Ils nous ont donné une visibilité phénoménale puisque nous avons été la première yaourterie était installée sur leur stand au Salon de l'Agriculture. Mais surtout, Intermarché est un partenaire opérationnel. Et c'est là que je vais refiler la parole à Bastien. Je ne sais pas s'il s'y attendait, mais c'est pour toi, Bastien. Voilà, si je peux expliquer en quoi est-ce que Intermarché est pour nous un partenaire stratégique pour apprendre. Aujourd'hui, Intermarché nous accompagne beaucoup plus largement que juste sur la vente des yaourts. En fait, grâce à Intermarché, on a accès à tout leur réseau d'experts, tout leur réseau de spécialistes sur pas mal de sujets. Je prends des exemples. Au départ, quand il a fallu définir la logistique, on a travaillé avec eux sur différentes options. Et plus récemment, on est en train d'essayer de changer nos pots pour essayer de passer sur des pots en carton. Et ben, on s'accompagne d'Intermarché pour des sujets de recyclabilité, pour des sujets de choix du carton. Ils ont tout un panel d'experts qui nous permettent de gagner beaucoup de temps. Et après, il y a aussi un partenariat commercial fort aujourd'hui, des actions qui sont mises en place pour nous aider, des actions que je pense que beaucoup d'industriels en France rêvent d'avoir une relation aussi bonne avec un distributeur que ce qu'on a aujourd'hui. Pour autant, je réponds à la première question. On ne se limitera pas à vendre les yaourts chez Intermarché. D'ores et déjà, et c'était un gros point du business plan qui s'est un petit peu fait amocher par la conjoncture pandémie, c'était la restauration hors foyer. Vous savez qu'il y a des obligations pour la restauration hors foyer de s'approvisionner en produits locaux et issus et de produits fermiers. Né d'une seule ferme coche la case états généraux de l'alimentation, et donc effectivement pour les grossistes, c'est archi compliqué aujourd'hui. Un grossiste qui a plein de clients, qui sait faire des choses en logistique qui sont très fortes, sauf que pour eux, ça voudrait dire s'approvisionner à chaque fois dans un producteur, aller livrer localement et compagnie. On leur amène des solutions qui sont extrêmement importantes. Et effectivement, les gros réseaux de distribution avaient été et sont aujourd'hui encore en discussion, très concrètement. Mais les gros partenaires de la restauration hors foyer, pour eux, ça serait extrêmement important. On leur amène beaucoup de solutions et donc nous sommes en discussion avec eux. Et les autres réseaux de distribution, de grande distribution, alors pour rien vous cacher, il se trouve que par mes fonctions intérieures, je connaissais toutes les chaînes de distribution. J'ai pris une branlée, comme on en prend rarement, de ne pas avoir travaillé avec 2 autres chaînes qui sont Lidl et Carrefour. Donc voilà, ils sont dans les starting blocks, ils attendent qu'on vienne les voir et qu'on est prêt. Ok, merci André. Vous avez un petit peu répondu à la question de Jean-Marc qui était, pensez-vous nouer d'autres partenariats autres qu'Intermarché? Je peux juste, je ne sais pas si Maximilien, tu veux rajouter des choses sur les partenariats avec les autres membres du… Oui, aussi. On peut dire que là où on en est, c'est qu'on a fait une preuve de concept établie techniquement, commercialement, logistique. Enfin, voilà, il y a de l'idée à la pratique. Il a fallu quand même sérieusement expérimenter, tester, faire des retours d'expérience. Tout ça, on l'a fait avec Intermarché. Aujourd'hui, le concept d'un produit par ferme tracé à la ferme près plaît beaucoup avec des recettes qu'on a élaborées chez toi, que tu as élaborées chez toi, André, et qu'on a pu déployer après. Donc, on va dire qu'on est dans une posture où on est
encore protégé très largement et soutenu très largement par Intermarché, qui est actionnaire minoritaire de la société. Mais évidemment, on discute notamment avec tous les acteurs non distributeurs, mais aussi distributeurs, puisque ces choses-là prennent du temps et ne se font pas en claquant des doigts en quelques semaines ou même quelques mois. Voilà. Donc, une posture ouverte, tout en étant encore extrêmement lié à notre partenaire fondateur qui est Intermarché. Je rajoute des partenaires qui ne sont pas des partenaires distributeurs, mais qui sont importants pour nous et pour Maximilien, c'est le Conseil national de la résilience alimentaire. C'est un truc qui est tout con, mais il n'ose pas, il est timide parce que c'est lui qui a lancé ça. Mais c'est voilà, c'est l'idée de fédérer tous les gens tous les acteurs, effectivement. Merci André de me guider, mais c'est tous les acteurs aujourd'hui qui veulent produire localement, fournir localement, que ce soit à l'amont, à la transformation, à la logistique, à la distribution, se posent tous les mêmes questions un peu partout. Et effectivement, on a créé, j'ai pu créer avec une seule ferme le Conseil national pour la résilience alimentaire pour partager des retours d'expérience nationaux. Où qu'on soit, on se pose tous les mêmes questions. Et comment mutualiser les moyens, mutualiser les connaissances, partager les coups de pouce et aller plus vite. Merci André. On va poursuivre avec une question d'Anthony encore. Où en êtes-vous de vos projets de transformation de produits à partir de fruits, compotes et céréales? Alors, Virginie n'est pas là, donc je vais essayer de faire là où on est. Alors, fruits, là pour l'instant, on apprend à faire des compotes avec des pommes et enfin, avec des fruits, juste avec des fruits. Voilà, là il y a un enjeu. Il y a un très très gros enjeu de recettes sur les compotes. C'est pas si simple. Vous voyez, toujours l'allégation, c'est sans sucre ajouté. Mais il y a d'autres choses d'ajouter. Comment on fait pour faire des compotes avec peut-être plus de fruits, plus de sucre, pardon, mais pas d'autre chose qui se conserve longtemps. Donc ça c'est un sujet. Donc on en est là. Et sur les céréales, ben, effectivement, c'est plus compliqué. C'est pas compliqué, mais il y a des choses qui existent, notamment la fabrication de pâtes à la ferme, par exemple, les pâtes sèches à la ferme, j'allais dire, on n'a rien à ajouter, rien à apporter, il y a plein de gens qui savent faire. Mais par contre, les pâtes fraîches, peu de gens savent faire. Donc voilà, typiquement, par exemple, on est en train de réfléchir sur la question des pâtes fraîches, plus que sur la question des pâtes sèches, où sur les pâtes sèches, quelque part, tout le monde a déjà pris des initiatives. Ok. On va poursuivre avec une question d'Alain. Quel est le temps de retour pour une yaourterie une fois l'installation faite? Alors, je suppose pour l'éleveur partenaire. Alors pour le éleveur, c'est simple, c'est le premier jour. Quand on installe la yaourterie, c'est qu'on a le débouché pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est un principe qui n'était pas notre principe de début. On était plutôt parti sur un principe de poussant, mais là on a un peu inversé la démarche. Mais voilà, pour moi voilà, vous avez compris. Hein, moi je suis éleveur. Je veux pas qu'on mette le producteur dans la merde, pardon de parler comme ça, mais il faut absolument que dès le début, ce soit rentable pour le producteur. Et pour que ce soit rentable pour le producteur, c'est pas compliqué. L'équation, c'est une équation de volume. C'est-à-dire qu'il faut qu'il transforme 50 000 litres de lait par an. S'il ne transforme pas ça, effectivement, on n'arrive pas à tenir nos engagements. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Ok. Et du coup, autre question d'Alain, mais là plutôt côté né d'une seule ferme. Quel nombre de yaourteries nécessaires pour atteindre le point mort? Voilà, ça c'est des vraies questions pour les gens qui adorent les tableurs Excel. Bastien, voilà, c'est une question que j'ai pu poser à Bastien. Combien de fois, Bastien? 30 fois. Voilà, donc, Vraiment, voilà, tu vas nous donner un écart-type du coup, hein, parce que… Oui, je vais donner un écart-type parce que la réponse dépend aussi des choix qu'on fait. Ça dépend si on veut monter une start-up qui a de l'ambition et qui veut se développer et donc du coup se staffer pour ça, recruter en amont, ou si on veut plutôt jouer petit jeu entre guillemets et ne pas aller trop loin. Donc aujourd'hui, l'équilibre, il est atteint autour de 20 yaourteries qui tend plutôt vers 30 si jamais on se staffe un peu plus gros pour préparer la suite.
qui tend plutôt vers 15 si jamais on réduit un peu la voilure. Et donc, du coup, l'idée, c'est de réussir à avoir installé une vingtaine de yaourteries d'ici courant 2022 et d'atteindre nos premiers mois à l'équilibre à ce moment-là pour challenger un peu notre modèle par rapport à ça. Ok, merci Bastien. On va continuer avec une question de Stéphane. Quel est le positionnement du yaourt né d'une seule ferme sur le marché en termes de prix par rapport à la concurrence? Alors ça, c'est super simple à répondre, puisqu'en fait, c'était faisait partie du cahier des charges de démarrage du partenariat avec Intermarché. Moi, je suis arrivé avec ma vision éleveur en disant, voilà, il faut absolument trouver un modèle qui permette une rémunération du producteur à 150 € les 1000 litres, une fois qu'on a payé toutes les charges. Et la réponse de Claude Jeunetel, directeur général d'Intermarché, ça a été, ouais, d'accord, mais tu te démerdes pour que ça fasse moins de 2 € les 4 yaourts nature. Donc voilà, ça a été tout notre modèle s'est construit autour de ça. Intermarché parle d'accessibilité. Donc si vous voulez, alors on se positionne comme un produit qui est plutôt, j'allais dire haut de gamme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin plutôt dans les produits, mais on n'est pas aussi cher que les produits en verre ou les pots de verre et compagnie. C'est-à-dire qu'on n'est pas le plus cher du rayon. Je vais compléter, hein, parce que ce qui est important pour nous, c'est d'apporter le meilleur au meilleur prix. Donc, il y a une règle dans la distribution, c'est vous augmentez de quelques centimes le produit, vous diminuez probablement, enfin, le facteur de décroissance d'achat est incroyable. Donc, quand la discussion avec Intermarché nous a amené à ce qu'a présenté André, à moins de 2 € les 4 pots nature, c'était parce qu'on savait qu'après, on allait décrocher. Qu'on n'allait pas pouvoir servir le plus grand nombre avec un produit de qualité. Voilà, donc il y a eu cette équation-là, mais ce n'est pas sous un diktat de la grande distribution, c'est la connaissance du consommateur de la grande distribution. Si on voulait avoir un impact et pouvoir être consommé relativement massivement, il fallait qu'on ait un seuil à ne pas dépasser sur les yaourts. Voilà le petit complément que je voulais apporter. Ok. Et si des Weseeders veulent goûter vos produits, je crois que sur votre site, il y a une carte, non? Pour trouver les magasins. Il y a une carte avec les magasins qui ont référencé, qui ont le produit. Ok. Et avec 600 magasins, il y a de grandes chances pour qu'il y en ait un. On a un déploiement en France entière. Alors effectivement, on va être honnête, hein, il y a les trous dans la raquette, c'est Bretagne, où effectivement, pour l'instant, on n'a pas de yaourterie, donc en Bretagne, il y a encore un peu une terre lointaine. On n'est pas très accessible. En dehors de ça, ouais, c'est globalement accessible. Ok. Ensuite, on a une autre question. Je vais y répondre moi-même. Une idée sur la table de capitalisation. Ces informations-là, vous y avez accès sur la plateforme Weseed. Donc, je vous invite plutôt à consulter les documents sur la page à ce sujet-là. Ensuite, une autre question d'Alain. Pourquoi un arrêt de la croissance du nombre de yaourteries en 2017? Alors, je suppose que c'est 2027. Ça doit être par rapport au schéma que vous aviez présenté. Bastien, c'est toi qui as mis le graphe. Effectivement, il y avait un arrêt, mais vas-y. Je me permets de prendre, en fait, on ne l'a pas exprimé dans le graphe, mais on a fait un scénario qui tombait à 1% de part de marché sur le yaourt pour nos produits. 1% de part de marché en grande distribution. Et donc, du coup, 1% de part de marché en grande distribution, c'est en fonction des années entre 150 et 200 yaourteries. Donc, on a fait un scénario qui s'arrête à 1% de part de marché. Mais voilà, si on peut monter plus, on montera plus. C'était plus pour ce scénario, pour travailler sur ce modèle économique qu'on s'arrête à ce niveau-là. Ok. Puis 2027, c'est voilà, on aura le temps plutôt le long terme. Et si on peut compléter la réponse de Bastien en termes de benchmark, on s'appuie sur le benchmark de C'est qui le patron, la marque que vous connaissez tous, et qui effectivement a atteint quelques pourcents en quelques années. Donc ça peut paraître dingue, mais ça s'est passé. Nous, on met une abaque de réduction. Hein. On dit qu'on est moins bon en marketing social que C'est qui le patron. En tout cas, on est beaucoup plus conservateur, mais on est dans des ordres de grandeur qui nous permettent de dire qu'on peut le faire. Okay. Et en parlant de C'est qui le patron, je me permets de compléter la réponse d'André sur la question de où trouver les produits.
c'est aussi possible de demander les produits dans les magasins, comme ce qu'invite C'est qui le patron à faire à ses consommateurs. C'est tout à fait possible de demander les produits pour que les magasins Intermarché les référencent. À part en Bretagne, qui est notre zone blanche dont André parlait, c'est normalement possible dans une très grande partie de la France. Ok. Ensuite, on a 2 questions de Frédéric. Je vous les lis. Quelle durée d'engagement pour un producteur de lait et quelle rentabilité, quel revenu pour ce même producteur? Je laisse Florence répondre complètement. Ouais, je peux commencer à répondre moi. Donc en fait, on signe un contrat avec chaque éleveur, enfin les associés de toute l'exploitation. C'est sur 3 ans, qui est renouvelable par année de façon tacite jusqu'à 10 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, tout s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester 10 ans. Les contrats y vivent. Mais en fait, on est en réglementation qui nous impose ces durées de 3 ans plus une année jusqu'à 10 ans. Donc, ça, voilà, on a juste appliqué le cadre réglementaire. Concernant la rentabilité, le revenu, vous voulez répondre, Maxime? Non, je sais pas. ah non, c'est parce que j'ai vu un petit message qui m'a perturbé. Non, je vous laisse y répondre. Ok, donc en fait, on aurait pu repasser une des diapos qu'a présenté André, mais en fait, sur la base de 50 000 litres de lait transformé par an, on a une valorisation du lait qui est à 550 € les 1000 litres. Et 550 € les 1000 litres, c'est charge salariale comprise. C'est-à-dire qu'on a payé le salarié pour transformer ces 50 000 litres de lait par an. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais le schéma là, que remet Bastien explique bien en fait, la valorisation supplémentaire de transformer du lait en yaourt par rapport à un éleveur qui va vendre son lait à une laiterie en moyenne à 350 € les 1000 litres. Et 350 € les 1000 litres, c'est sans avoir payé son salarié. Voilà, donc 350 € les 1000 litres, ça correspond à 1000 € les 1000 litres. Hein, donc, c'est la deuxième ligne que vous voyez. Donc et en ordre de grandeur, c'est donc tout à fait significatif. Voilà. Ok. Ensuite, une autre question d'Alain. Est-ce que Né d'une seule ferme est une entreprise de l'ESS, économie sociale et solidaire? Ça fait partie des grands sujets qu'on n'a pas encore fouillés jusqu'au bout. Je vais être honnête qu'on n'a pas. Non, ça fait partie des projets, mais pour l'instant, elle n'est pas ESS. Et pour compléter ces 2 réponses, on coche toutes les cases. On doit juste, on y pense. En tout cas aujourd'hui, Né d'une seule ferme coche toutes les cases de l'ESS. On n'a juste pas l'agrément ESUS pour être reconnu entreprise de l'ESS. Ok. Ensuite, une autre question de Sou, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Bonjour, avez-vous pour projet de produire des yaourts végétaux ou bien de rester dans le lait de vache? Pour un producteur de lait de vache, il tient à faire du yaourt au lait de vache. Ça veut dire que si on fait des choses qui sont à partir de végétaux, ça ne s'appelle pas des yaourts. Mais il peut y avoir des produits végétaux fermentés, mais ce n'est pas des yaourts. Les yaourts, c'est avec du lait de vache. Et de chèvre. Et il pourrait y avoir d'autres laits. D'autres laits, voilà. Ok, merci. Ensuite, une question de Nicolas. L'exemple des microbrasseries est excellent. Et donc, comme pour les bières, y a-t-il des nuances de goût et ou de recettes entre les sites de production? Recettes, non. De goût, un peu. Et il y a une petite saisonnalité aussi. Donc, effectivement, on essaye de contenir ça, hein, parce qu'effectivement, voilà, un yaourt, ça reste avec un référentiel. Les industriels nous ont quand même collé dans la tête un référentiel sur le yaourt qui est quand même super normalisé. Hein. Donc, les gens ont dans la tête un yaourt. Donc, c'est pas si simple que ça de sortir de ce référentiel-là. Mais je vais être très, très direct. Hein. Le goût, c'est la crème. Plus il y a de crème, plus il y a de goût. Voilà. Et après, il y a l'acidité. Et l'acidité, c'est le ferment. Et le ferment, là, pour le coup, on
on reste sur le même ferment d'une ferme à l'autre pour avoir un écart de goût entre fermes qui soit dans une fourchette. Voilà, ce qu'on disait, c'est qu'il faut qu'il y ait une signature gustative née d'une seule ferme. Ça, c'était le ferment, et puis quand même un peu la recette. On ne va pas tout dire là, mais ça a été un peu technique, la phase de chauffage et de refroidissement, etc., les pourcentages de bacillobidule. Donc tout ça, ça a été calé. En revanche, effectivement, comme on se prive volontairement de poudre de lait venant de nulle part, pour être sur le yaourt à base de lait entier non traficoté, et ben, on peut avoir des vraies variations hein, quand la vache mange une herbe gorgée d'eau ou à l'inverse un foin ultra sec, quand il fait 15 degrés ou quand il fait 35, ça ne va pas donner le même lait et donc ça ne va pas donner le même yaourt. On essaye de normaliser au plus, mais on va avoir des différences au sein même de la ferme et entre fermes, selon que la vache est de telle ou telle race, qu'elle a mangé tel ou tel régime. Là aussi, on va avoir des goûts différents et c'est tout le talent du projet. Ok. Une seconde question de Nicolas. Quelles garanties sont demandées aux éleveurs? On va parler de toute la partie sanitaire, parce que j'imagine que c'est plutôt là. Garantie financière, garantie sanitaire, qu'est-ce qu'on demande? Quelles sont les conditions d'accès aux éleveurs? Alors, sur le financier, on fait court, hein, parce que c'est court. Le producteur investit, paye une caution, voilà, une caution au démarrage. Donc la caution, c'est comme une caution de location d'un appartement. Elle est rendue quand le contrat s'arrête, si le contrat s'arrête. Et puis, donc il y a un loyer à payer tous les mois et un investissement dans la chambre froide. L'éleveur investit dans la chambre froide. Grosso modo, c'est en plus du conteneur, hein, en plus de la yaourterie. À côté du conteneur, voilà. À côté du conteneur. Alors, ça peut être un conteneur aussi. Hein. Ça existe des conteneurs en chambre froide. On a une ferme qui est équipée comme ça. Mais ils peuvent le construire en deux. Et après, sur toute la partie garantie sanitaire, je préfère laisser Bastien expliquer la partie formation des éleveurs et comment est-ce qu'on... Merci André. Sur la partie sanitaire, il y a deux aspects. Le premier, c'est ce qu'on fait nous, et le deuxième, c'est ce à quoi sont soumis les agriculteurs, même sans nous, entre guillemets. Ce qu'on fait nous, c'est déjà qu'on forme les agriculteurs au démarrage, c'est-à-dire qu'installer une yaourterie, c'est pas juste poser le conteneur et laisser l'agriculteur se débrouiller. On est sur une vraie solution clé en main. Donc, on passe 5 jours avec l'agriculteur au démarrage, on revient faire un contrôle après pour le former aussi bien sur les recettes que vraiment sur la qualité sanitaire, le respect des normes, etc. Donc ça, c'est au démarrage. En plus de ça, on a dans nos équipes des techniciens qui passent régulièrement dans les fermes. Aujourd'hui, avec 6 fermes, on a un technicien. L'idée demain, c'est d'avoir un technicien pour 12 fermes environ. Ça veut dire un technicien qui passe tous les 2 mois, tous les 3 mois dans les fermes, qui s'assure qu'il n'y ait pas de dérive en termes de pratique sur la qualité. Par ailleurs, sur le sanitaire, on a aussi un contrôle régulier avec des analyses sanitaires. Pour la petite anecdote, quand on a présenté ça à l'administration du Rhône, ils nous ont dit on n'a jamais vu autant d'analyses dans un plan de contrôle. Donc, on est assez poussé sur le nombre d'analyses pour vérifier la sécurité sanitaire. D'ailleurs, je rajoute qu'en fait, le choix du yaourt n'est pas non plus un hasard, parce que le yaourt est un des produits qui présente le moins de risques sanitaires, parce que le lait est pasteurisé, et en plus, le yaourt est acide, ce qui empêche les bactéries de se développer. Donc, il peut y avoir des contaminations diverses, mais en termes de risques sanitaires, c'est très faible. Et on fait tout pour réduire ces contaminations diverses, les éliminer généralement. Et enfin, les agriculteurs sont soumis à un agrément sanitaire. Donc en fait, c'est le même agrément qui est demandé aux agriculteurs, les mêmes conditions qu'à Danone, Lactalis pour produire dans leurs usines, dans leur industrie. Donc du coup, c'est la même administration départementale qui vient vérifier les normes et la façon dont les agriculteurs travaillent. Là, on est sur une échelle de temps plutôt annuelle. Donc du coup, un passage initial de l'administration, puis un passage annuel pour vérifier les normes. Et nous, en interne, on vient régulièrement, on les accompagne au quotidien sur ces sujets-là et on vient régulièrement vérifier dans les fermes qu'il n'y a pas d'écart à la qualité. Et à côté de ça, on a notre plan d'analyse avec des analyses tous les 2 mois. Une fois qu'on a prouvé que les agriculteurs bossaient correctement, j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas de contamination. On a des analyses tous les 2 mois ensuite sur les yaourts, ce qui est 6 fois plus que pas mal d'industriels qui font des plans d'analyse annuels. Ok. Du coup, Bastien, vous avez répondu à la question de Jean-Marc qui était comment allez-vous contrôler la qualité et l'hygiène des yaourteries? Donc, on
on va pas y revenir. Ensuite, on a deux questions liées. Les yaourts sont-ils certifiés agriculture biologique? Et seconde question, y a-t-il un type de lait privilégié, bio par exemple? Alors, c'est tout l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, c'est que c'est né d'une seule ferme. C'est pas pour rien que ça s'appelle né d'une seule ferme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ce genre de certification externe. Parce que nous, on va vous parler du lait de la ferme qui est dans le yaourt. C'est-à-dire que sur chaque pot, on installe un QR code. Et sur ce QR code, on flash le QR code et ça renvoie au mode de production mis en œuvre par l'exploitation et qui sont non seulement expliqués, mais justifiés. Et je vais être plus direct. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le bio ou la certification, enfin, on va faire dire autrement. Si je m'appelle Danone et que je mélange le lait de 600 fermes pour faire un pot de yaourt, si je veux pouvoir dire quelque chose, il faut que je dise aux 600 fermes, il faut m'appliquer tel cahier des charges. Nous, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et j'ai un problème très personnel avec les cahiers des charges, parce que des cahiers des charges, c'est aussi parfois un peu des dogmes. Pas forcément plus sur le bio qu'autre chose, mais chaque fois qu'on met un cahier des charges, souvent, il n'est pas forcément adapté exactement au contexte de production de l'exploitation. Et donc, souvent, quand on applique un cahier des charges dans une ferme, eh ben, on l'oblige à faire des choses qui ne sont pas forcément les choses les plus malines à faire. Et ça, les producteurs, ils le savent. Je complète, pour être très concret, une exploitation, elle peut être au niveau de la mer, elle peut être en altitude, elle peut être en zone sèche, en région PACA, elle peut être en zone hyper pluvieuse, elle peut être sur un sol très sableux, elle peut être sur un sol au contraire très argilo-humique ou limoneux. Elle peut, enfin, il peut y avoir aussi un contexte social avec, dans certains cas, une très grande densité d'éleveurs, dans d'autres cas, beaucoup moins. Bref, il y a une diversité de situations qui, je donnais juste un peu la matière de ce que tu disais, André. Le talent n'est d'une seule ferme, c'est de pouvoir juger si l'optimum de production est atteint dans la zone, dans le contexte ou pas. Et ça, c'est le talent de Florence et André. Et effectivement, on n'a pas 600 fermes dans un yaourt, on n'en a qu'une de ferme. Ok, merci. André, on vous entend pas, André. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Il n'y a qu'un seul cahier des charges qu'on applique, c'est la ferme laitière bas carbone. Hein. C'est un mode de diagnostic qui est là aussi à l'échelle des exploitations. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est là l'enjeu, c'est la réduction de carbone dans la ferme. Donc en fait, filière laitière bas carbone, c'est quoi? C'est un audit ferme par ferme. Dans cet audit, on définit toutes les marges de progrès qui permettent à l'exploitation de diminuer son empreinte carbone. Et le producteur met en œuvre ces solutions qui sont des solutions individuelles et adaptées à son exploitation et qui ne viennent pas d'en haut. Et pour le consommateur qui pourrait ne pas se soucier du climat, mais qui s'intéresserait à sa santé, le yaourt n'est d'une seule ferme, c'est quasiment un des seuls yaourts que vous pouvez trouver, quasiment, hein, avec du lait entier, sans poudre de lait, du lait entier non homogénéisé, non standardisé, et avec des ferments. Donc, on est dans la recette d'il y a 60 ans du yaourt, ce qui est le plus biocompatible, voilà, le plus compatible avec la santé de chacun. Et je vous invite d'ailleurs à faire la comparaison, c'est ce qu'on a tous fait. Vous prenez des yaourts classiques habituels. Si vous les mangez tout seul, vous pouvez les trouver bons, voire excellents. Puis vous alternez une cuillerée d'un yaourt et une cuillerée d'un yaourt et d'une seule ferme. Vous verrez la différence. On l'a tous fait. C'est assez bluffant. Merci Maximilien. On va continuer avec une question pour laquelle je vais répondre et ensuite une seconde question, je vous laisserai y répondre. Quelle est la durée de coactionnariat d'un investisseur WISeed avec né d'une seule ferme? Et la seconde question, quelle stratégie de sortie sous quelle échéance? Moi,
moi, je parlerai juste plutôt de l'échéance. Donc, quand vous investissez sur WICID en action, et notamment dans Né d'une seule ferme, l'échéance, c'est entre 5 et 7, 8 ans, on va dire. Ça, que ce soit pour Né d'une seule ferme ou sur tous les autres projets. Voilà, je voulais peut-être développer sur la stratégie de sortie pour les investisseurs. Je vais être très rapide. Hein. Oui. Bah, On va pouvoir être, André, on ne t'entend pas du tout là. Vas-y, est-ce que c'est mieux? Voilà, Oui. là, c'est mieux. Voilà. Bon. Je dis, la stratégie de sortie, c'est un rachat par Né d'une seule ferme. Privilégié. Ok, par l'activité qui génère assez de cash de par son modèle. 2026, la rentabilité arrive fortement grâce à la réduction. On ne t'entend pas, André. Ah, chiant. Pardon. Dès que 2026, on a un fort accroissement de la rentabilité, donc normalement, on a les moyens de racheter Ok, une action. merci André. Et ensuite, une question de Stéphane. Pouvez-vous justifier la levée de fonds de 2022? Ne sera-t-il pas mieux de passer par des obligations plutôt que par des actions? Ça, c'est pas arrêté. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas on n'a rien décidé. Ok, question de Nathalie. Bonjour, avec des robots de traite, peut-on prétendre rejoindre Né d'une seule ferme? Oui. Oui. On en a. Et je reviens sur mon explication d'avant. Et en fait, si dans l'exploitation, c'est la solution la plus maligne qui a été trouvée, et alors on a une exploitation qui a des robots de traite et qui a clairement choisi les robots de traite pour le bien-être animal. Parce que c'est des gens qui ont considéré que pour une vache, attendre 12 heures la prochaine traite, ça pouvait être long. Et qu'avec des robots de traite, la vache, elle se fait traire quand elle veut. Et ben voilà. Moi, c'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est que c'est des gens qui me disent pas j'ai un robot de traite parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est des gens qui me disent j'ai choisi d'avoir un robot de traite parce que moi, je suis convaincu que pour le bien-être animal, c'est mieux. Voilà. Bon, voilà. C'est des gens qui ont des rapports avec leurs animaux. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 fermes où il y a vraiment des rapports avec des animaux juste de malades. Ils font des triples dans la vache quand ils parlent de leur vache. Bon, voilà. C'est pour le bien-être de leur vache qu'ils ont choisi d'avoir un robot. Bon, voilà. Au moins, on peut le dire, on peut l'expliquer. Et on sait pourquoi il y a un robot. Ok. Alors, on arrive au bout de ce live. On va prendre une dernière question de Nicolas. Que je vous lis. Bonjour, bravo pour votre projet. Est-ce qu'un agriculteur pourrait utiliser votre yaourterie ou une autre installation à venir et vendre une partie de sa production en vente directe, ou est-il obligé de vendre sous la marque Né d'une seule ferme? Est-ce qu'un partenariat avec C'est qui le patron pourrait être possible? Puisque c'est la dernière question, je réponds tout est possible déjà. Donc voilà, le producteur peut vendre des yaourts en vente directe. En vente directe sous la marque Né d'une seule ferme à la cantine de son village, évidemment. Et éventuellement, s'il en a envie et qu'il en ressent un intérêt, il peut aussi développer sa propre marque et vendre. Mais bon, voilà, je pense que globalement, l'idée numéro 1, c'est qu'il vende lui-même en circuit court sous la marque Né d'une seule ferme parce qu'on lui aura coché toutes les cases. Ok. Merci André. Merci à tous les quatre. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, à transmettre aux 800. Alors, on a une dernière question qui vient d'arriver, donc je vous la lis. Question de Nathalie. Quand pensez-vous installer des yaourteries en Charente-Maritime? Quand tous les intermarchés de Charente-Maritime ont été convaincus par elle qu'il faut vendre plein de yaourts d'une seule ferme, et effectivement, on aura besoin de... Merci Nathalie d'être notre futur commercial en Charente-Maritime. Je ne sais pas qui veut conclure de votre côté. André, je vous redonne. Parce que vite fait, On t'entend toujours pas, André. Je vais surtout conclure par un grand merci. Un grand merci à WICID de nous avoir donné l'opportunité de parler à chacun d'entre vous. Et puis un merci à tous les WICIDeurs qui, depuis 6 mois qu'on est
comment on appelle ça? En sondage? Non, c'était en phase de vote. vote, voilà, en vote et maintenant en collecte, qui sont là, qui nous soutiennent. Et je vais vous dire un truc, moi, ce que j'adore dans une seule ferme, c'est qu'il n'y a que des gens gentils qui me parlent. Et ça, c'est génial. Merci. Merci André, merci Florence, Maximilien et Bastien. Merci aux WICIDers présents en direct. Et oui, Bernard, je réponds à votre question. Le live sera disponible en replay normalement dès demain sur la page Né d'une seule ferme, comme vous avez l'habitude. Voilà, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pourrez revoir le live. N'hésitez pas non plus à consulter les news qui seront publiées jusqu'à la fin de la collecte. Si vous avez la moindre question, l'espace commentaire reste ouvert. Et dernière petite chose, comme vous avez pu le voir depuis quelques jours, la défiscalisation, alors le taux de réduction sur l'impôt sur le revenu, lorsqu'on investit dans des PME, notamment sur WICID, est passé de 18% à 25%, et Né d'une seule ferme étant éligible, si vous décidez d'investir, vous bénéficierez de ces 25%. Voilà, merci à tous et on se retrouve prochainement pour notre live startup sur WICID. Merci. Merci. Merci à tous.